des syndicalistes, des présidents d'organismes représentant soit des sociétés, un certain nombre d'investigations qui ont été menées avec le rapporteur ou représentants de métiers, et notamment de métiers de sport dans le football, le métier collectif. Se poser la problématique, je dirais, de la participation individuelle d'un certain nombre de nos compatriotes face à un sujet qui est vaste et notamment dans les métiers individuels. Et il n'était pas facile d'individualiser, je dirais, tel métier ou catégorie, ou les artistes, les acteurs de cinéma. Et donc, c'est tout à fait, je dirais, naturellement que l'on a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait auditionner des personnalités répondant à la problématique qui nous intéresse, mais qui ne parlaient pas en fonction d'une fonction, je dirais, de président ou de syndicat, d'une fonction d'une corporation, mais à titre individuel. Donc je vous remercie de votre présence, d'autant plus que c'est la première audition qui a lieu après une longue période électorale dans notre pays et que donc, je dirais, le Sénat retrouve sa sérénité naturelle pour reprendre les travaux avec le sérieux, on espère qu'on développe dans cette maison. Il ne restait que très peu de temps au rapporteur, M. Bocquet, pour soumettre à ses collègues un rapport, puisqu'il sera remis le 20 juin. Donc vous voyez que nous avons un espace-temps relativement réduit. Enfin, en préambule, je souhaitais dire que l'un de nos collègues, compte tenu, je dirais, d'une procédure avec l'un d'entre vous, a souhaité faire en sorte que les travaux puissent se dérouler tout à fait sereinement et donc ne participe pas, et que je dois en excuser auprès des autres membres de la commission, mais ne participe pas à cette audition. Donc maintenant, je vais commencer l'audition. Alors, messieurs, je vous rappelle que conformément au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 et 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vais vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Pour ce faire, vous lèverez la main droite et vous direz « je le jure ». Donc, si vous voulez bien, Monsieur Forger peut-être. Je vous donne le micro. Merci. Monsieur Noah. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques propositions ou un propos introductif liminaire à proposer aux membres de la commission en fonction, je dirais, des interrogations qui ont été suscitées par les administrateurs de la commission, ou si vous souhaitez que nous passions directement à un mécanisme des questions et des réponses. Mais si vous avez des propos liminaires, vous avez la parole. Non, pas particulièrement. Bon, alors je vais passer la parole à notre rapporteur, M. Bocquet. Bien, très bien, merci Monsieur le Président. Donc, merci messieurs d'avoir accepté cette invitation à être auditionné donc, face à la commission d'enquête qui nous intéresse depuis maintenant plusieurs mois. Donc ce n'est pas en tant qu'initiateur des systèmes que vous êtes ici ce matin, mais Monsieur le Président l'a rappelé, nous avons auditionné pas moins d'une centaine de personnes depuis le début, entrepreneurs, les grands groupes, les banques, avocats fiscalistes, syndicalistes, journalistes d'investigation, les services de Bercy, donc qui nous permet d'avoir un regard global sur le sujet. Nous avons effectué certains déplacements, à Jersey notamment, à Bruxelles, et nous serons en Suisse cette fin de semaine, et à la City à Londres lundi prochain. Et je pense que nous aurons au terme de ces travaux une vision assez générale de la situation au regard de cette problématique de l'évasion fiscale, de l'exit fiscal. Et donc nous avons effectivement souhaité vous recevoir, vous auditionner, parce qu'on voulait aussi s'intéresser au monde des sportifs et au monde des artistes, qui peut être concerné par le sujet. Et je pense qu'il était justifié que nous vous entendions, et encore une fois, je vous remercie de vous être prêté finalement à cet exercice de vérité qui demande un certain courage. Donc vous appartenez sans doute à une catégorie de Français qui perçoit des revenus élevés. Par ailleurs, vous avez une grande notoriété, la présence médiatique nombreuse en témoigne. Vous êtes
très populaire, vous avez une grande visibilité nationale et internationale, et justement dans le cadre de la mondialisation, vous avez été amené à évoluer dans des ensembles très internationalisés. Donc l'un des aspects de l'évasion fiscale s'appuie sur la concurrence effrénée que se mènent les pays sur ce domaine. Voilà, et donc ma première question a trait à votre perception du système fiscal français, mais aussi en parallèle à ce que vous avez pu ressentir au cours de vos rencontres des systèmes fiscaux des pays où vous avez été amené à fonctionner ou séjourner au cours de votre carrière. Donc j'aimerais avoir un peu votre perception, donc à titre comparatif, entre le système fiscal qui est le nôtre et les systèmes fiscaux des pays que vous avez pu fréquenter. Est-ce que vous pourriez nous donner un premier avis là-dessus, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Micro. Oui. Bonjour à tous. Moi, je peux effectivement vous parler de la problématique, enfin en tout cas de les questions que les joueurs de tennis se posent lorsqu'ils passent effectivement professionnels. Comme certains d'entre vous le savent, je vois qu'il y a quelques journalistes tennistiques qui sont là. Une carrière de joueur de tennis est finalement assez courte. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans le top 100, les joueurs arrivent dans le top 100 à l'âge de 21-22 ans, vont arrêter leur carrière aux alentours de la trentaine, 32, 33 pour ceux qui tiennent le plus longtemps. Donc ça fait des carrières effectivement extrêmement courtes, au cours desquelles effectivement ils vont avoir des revenus essentiellement aujourd'hui sur les tournois ATP. Comme vous le savez, depuis maintenant 10 ou 15 ans, les prize money dans les tournois tout autour de la planète ont considérablement évolué, et tant mieux pour la profession, puisque, je tiens à le rappeler, parce que dans le cadre du tournoi de Roland-Garros, aujourd'hui, on a fait évoluer en quelque sorte les prize money, parce qu'il faut savoir qu'un joueur qui évolue au-delà de la 120e place mondiale, aujourd'hui, ne rentre pas dans ses frais. Donc un joueur qui est aujourd'hui 140e, 150e joueur mondial et qui voyage tout au long de l'année perd de l'argent lorsqu'il joue le circuit. Donc pour ce qui est des 120 meilleurs, lorsqu'ils y parviennent, sur une carrière finalement très très courte, ils essayent de... et là je parle de les journalistes en général, hein, des Français mais des autres, d'optimiser finalement ce temps de jeu, puisqu'ils voyagent en général, ils sont 8 mois par an, 9 pour certains, tout autour du monde. Ils essayent de trouver fiscalement effectivement les endroits où ils peuvent résider qui sont pour eux les plus avantageux. Alors certains vivent aux États-Unis, en Floride. On sait que c'est un État qui est beaucoup plus avantageux pour certains sportifs, même pour les Américains du reste. Pour ce qui est des joueurs italiens, parfois allemands, on sait que Monaco était une destination forcément très très intéressante. Pour ce qui est des joueurs français, certains sont allés en Angleterre, d'autres sont allés en Belgique, certains sont allés en Suisse, tout simplement pour effectivement optimiser sur ces 8-10 années, je dirais, enfin, tout le prize money qu'ils allaient pouvoir gagner sur les cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux prélèvements fiscaux, tous les pays, vous devez le savoir, ne sont pas du tout à la même enseigne. D'ailleurs en France, lorsqu'à l'époque où lorsque je jouais, où Yannick jouait aussi, on avait un prélèvement automatique qui devait être de l'ordre de 32 ou 33%, qui était libératoire, que payaient d'ailleurs tous les autres joueurs étrangers aussi. Ce système a finalement après évolué, puisqu'aujourd'hui les joueurs français et étrangers sont imposés sur le territoire français à hauteur de 15%, à la suite de quoi en fin d'année ils doivent faire une déclaration complémentaire où ils vont inclure sur les tournois de Bercy, de Roland-Garros, de Metz, de Nice, de Marseille, on a la chance d'avoir plusieurs tournois en France, vont faire une déclaration totale et moins leurs 15%, ils vont payer le complément. Et le complément, pour effectivement vous en doutez, pour les meilleurs, ceux qui sont en tout cas dans les 50 meilleurs, ils dépassent le plafond maximal et certains sont imposés à, bon aujourd'hui c'est quasiment 50%. Bien sûr pour les joueurs français,
et pour les joueurs étrangers. Donc aujourd'hui, tous les joueurs de tennis professionnels, au-delà d'un certain plafond, sont imposés dans ces montants-là. Chose qui va peut-être être amenée à évoluer avec la prochaine tranche fiscale. C'est pas pareil dans tous les pays. Il y a d'autres pays aujourd'hui où la fiscalité en Europe et bien sûr dans d'autres pays est beaucoup plus légère. D'ailleurs, peut-être une question sur laquelle il faudra revenir plus tard, parce qu'il y a aujourd'hui certains joueurs qui, lorsqu'ils ont le choix entre venir jouer en France, je parle des bons joueurs, et être imposés à 50%, peut-être à l'avenir plus, et à jouer dans un autre pays voisin où il y aura une fiscalité qui sera plus légère, ils feront le choix justement de jouer dans ces autres tournois. Ça risque de pénaliser, je dirais, les tournois français. Voilà, après, qu'est-ce que je peux rajouter effectivement, les joueurs dont j'ai fait partie lorsque je jouais sur le circuit, lorsqu'on a décidé de résider à l'étranger, c'était justement pour pas avoir, je dirais, une double imposition. Pour ma part, j'étais résident en Suisse. C'est un pays qui fait pas la double imposition. Et lorsque je payais un montant aux États-Unis de l'ordre de 30 ou 35% de prélèvement obligatoire, moi qui ne suis pas au forfait en Suisse, qui paye mes impôts comme un Suisse, j'avais pas de double imposition derrière. Les joueurs français qui résident en France, lorsqu'ils payent 30% aux États-Unis, sont imposés sur ce montant-là qui est gagné donc à l'extérieur du territoire, puisque la plupart des joueurs jouent quand même beaucoup à l'étranger, sont imposés une deuxième fois sur ces montants-là. C'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, choisissent de s'expatrier pendant le temps de leur carrière pour justement optimiser et ne pas avoir cette double imposition qui, finalement, pour eux, n'est pas très avantageuse. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair ou... Vous avez évoqué les États-Unis qui, vous le savez, ont pris des mesures par rapport à la fiscalité de leurs ressortissants et notamment établi des règles fiscales qui imposent leurs nationaux, quel que soit leur lieu de résidence. Alors, est-ce que ça constitue une exception américaine et considérez-vous que nous pourrions, en France, aménager notre loi fiscale pour réduire les incitations à l'exil fiscal? Ça pourrait être une des propositions que nous formulerons dans le rapport. Quel est votre sentiment sur cet aspect, l'un et l'autre, s'il vous plaît? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, personne ne se soumet à l'impôt, quel que soit l'endroit où le sportif a son activité. Lorsque c'est aux États-Unis que les joueurs français et étrangers doivent payer ces 32 ou 33% suivant les États, ils s'en acquittent. Lorsque c'est en France et que Rafael Nadal gagne Roland-Garros, parfois même Bercy, et lorsqu'il est imposé à plus de 50% ou à l'avenir, c'est qui sera le cas, il le fera. Et je crois qu'aujourd'hui, les joueurs, les sportifs n'ont pas d'autres options aujourd'hui que de s'acquitter de ce qui leur est dûment réclamé. Pour en revenir une nouvelle fois aux joueurs de tennis, sachant qu'ils passent 8 mois par an souvent à l'étranger, certains choisissent justement de s'exiler fiscalement pour optimiser ces 8 années-là cet écart qui peut être de l'ordre de 15-20% parfois. Lorsqu'ils vont arrêter leur carrière, pour certains dont je fais partie, on n'a pas notre baccalauréat et il faut repartir dans une autre vie, repartir de zéro. Et pour certains, d'avoir eu justement ce petit matelas de côté, leur permet de repartir de manière un peu plus sereine. Après, là encore, je veux dire, chaque pays propose des nouvelles lois et je dirais que tous les sportifs, comme tous les citoyens de tous les pays du monde, se soumettent à ces lois. Quelle est votre réaction avec cette proposition qui apparemment va devenir une réalité d'une création d'une tranche à 75%, idée lancée pendant la campagne des présidentielles, qui devrait aboutir effectivement à une disposition légale? Quel est votre sentiment sur cette proposition, s'il vous plaît? Bonjour, messieurs, dames. En fait, il y a deux aspects. L'aspect, Guy a parlé donc de la position des joueurs de tennis professionnels. Lorsqu'il parle des joueurs de tennis professionnels, il parle on va parler d'une cinquantaine de joueurs qui sont concernés, une centaine de joueurs concernés. Là, pour ce qui est de cette proposition, là, on parle bien entendu on continue à parler de joueurs de tennis.
il y a deux aspects. Il est certain que certains joueurs vont peut-être se retrouver refroidis par le fait d'être obligés de payer une telle somme, autant d'impôts. Mais enfin, il faudra savoir que ça reste quand même une minorité, que lorsqu'on joue un tournoi comme Roland-Garros ou à Bercy, même si on parle beaucoup de prize money, ça reste quand même une fenêtre importante sur le plan international. Il y a la tradition du tournoi, il y a l'histoire du tournoi qui fait que même au-delà du prize money, on peut se retrouver à gagner et tirer des bénéfices d'une belle performance à Roland-Garros ou sur un grand tournoi, bien au-delà du prize money. Donc le prize money n'est pas tout. C'est pour ça que je pense que pour aller plus loin, il serait juste, il me semble juste, et mon sentiment n'est pas partagé par la plupart de mes confrères, il me semble juste que justement des joueurs de cet acabit qui, lorsqu'ils gagnent Roland-Garros, je connais très peu de gens qui disent Rafael Nadal a gagné 7 Roland-Garros, donc a gagné tant de millions d'euros. Ça ne se calcule pas comme ça. Et je pense que si aujourd'hui Rafael Nadal lui proposait de gagner Roland-Garros gratuitement, il viendrait quand même. Donc je pense que c'est un débat qui mérite d'être soulevé, mais d'un autre côté, il me semble, et en tout cas c'est mon sentiment, que ça me paraît juste qu'un quelqu'un qui gagne autant d'argent puisse avoir la possibilité de le partager. Deuxième série de questions avant de passer la parole à mes collègues, dont je sais que certains souhaitent la prendre. On essaie aussi, dans les travaux de la Commission, de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ces dispositions et ces phénomènes. Et on voudrait comprendre aussi les conditions concrètes qui peuvent amener un sportif de haut niveau, disposant de revenus élevés, donc d'optimiser sa fiscalité. J'imagine que l'entourage doit jouer au niveau des joueurs professionnels, mais on voudrait également comprendre le rôle des uns et des autres. Est-ce que c'est l'agent qui intervient pour un joueur? Est-ce que c'est une banque? Est-ce que c'est un avocat fiscaliste? Enfin, quels sont un peu les rouages de la mécanique de cette optimisation fiscale? Le premier responsable, le premier motivé, c'est le joueur. C'est le joueur qui joue, enfin qui a une carrière, et Guy le soulignait justement, c'est une carrière qui dure 10 ans au maximum quand ça marche bien. C'est vrai que pendant ces 10 ans, mais le joueur a à cœur d'optimiser ses gains et de faire des économies, en sachant très bien que dans 98%, 95% des cas, la reconversion reste un problème très important. Donc le calcul est forcément différent, parce que ce sont des carrières qui sont très très courtes. Ensuite, bien entendu, comme disait Guy, les joueurs ont commencé très tôt leur carrière, à savoir que pour la plupart ont arrêté leurs études au milieu du secondaire, et donc se retrouvent obligés de faire appel à des impresarios, des avocats, des agents, qui les guident ensuite, parfois bien, parfois moins bien, tout en sachant qu'à ce moment-là, c'est vrai que l'entourage est responsable, à part pour des gens branchés, qui connaissent bien, comme Guy. Est-ce qu'il y a... Guy, tu étais très bon, tu étais très bon. Oui, Monsieur Forget, votre sentiment là-dessus, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai qu'Yannick l'a bien illustré. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'un jeune joueur commence à pointer le bout de son nez, il est forcément repéré et par des marques et par des agents. Il y a 2-3 grosses agences de joueurs de tennis aujourd'hui qui sont d'ailleurs aussi un petit peu dans le foot et qui forcément proposent leurs services à ces joueurs-là pour s'occuper de leur carrière. Alors ça va du choix d'un entraîneur à la négociation des contrats, la négociation de certaines garanties sur les tournois, jusqu'à leurs investissements, comment faire fructifier son patrimoine. Ça va jusqu'à aussi effectivement des conseils en termes de délocalisation pour avoir une fiscalité plus avantageuse. Ça va jusqu'à de l'intendant, jusqu'à des réservations de billets d'avion, jusqu'à... donc c'est des organismes qui sont
très connus sur la place publique, qui interviennent d'ailleurs dans le monde du sport, mais du spectacle aussi, qui sont dans tous les sports, dans la Formule 1, dans le football, dans le golf. Et aujourd'hui, je dirais que quasiment tous les joueurs professionnels, tous sports confondus, sont aujourd'hui représentés par quelques-unes de ces grandes maisons. Vous imaginez que lorsqu'un joueur, quel que soit le sport, à 22 ans, 21 ans, et pour la première fois commence à avoir des rentrées d'argent qui lui permettent de vivre convenablement, et là encore, excepté, je veux dire, les 5-6 meilleurs joueurs du monde de tennis, je veux dire, très vite ça dégringole après pour arriver au 120e, je dirais, qui n'arrive pas à mettre 1 centime de côté à la fin de l'année. Si on veut faire un comparatif avec le football, finalement, un petit peu, on va dire que entre les 6 meilleurs joueurs du monde sont vraiment dans une catégorie bien à part. Après, il y a les autres qui sont entre, on va dire, peut-être 6, 8 et 25, qui en vivent bien, qui peuvent finir leur carrière en ayant mis pas mal d'argent de côté. Puis après, il y en a d'autres qui sont entre 50 et 100 et qui ont pu en fin de carrière s'acheter une jolie maison ou un très bel appartement à Paris et qui, comme le disait Yannick, vont repartir après dans la vie active. Donc c'est pour ça que ces garçons essayent, sans savoir jusqu'où ils vont aller à 21 ans ou 22 ans, très tôt d'optimiser, c'est-à-dire en allant dans un pays voisin où justement ils vont pouvoir chaque année économiser un petit peu plus, et ce petit plus fera peut-être la différence à l'arrivée, mais ils sont effectivement encadrés. Je veux dire, la plupart des joueurs n'ont aucune notion. Alors c'est vrai qu'en vieillissant un petit peu, on est... Ils sont quoi? Ouais. Les joueurs aussi jouant, je vous l'ai dit tout à l'heure, 6 à 7 mois par an à l'étranger. Yannick tout à l'heure parlait des contrats. Effectivement, il a raison. C'est vrai que pour un joueur comme Rafael Nadal ou Roger Federer, le prize money qui va gagner sur les cours est quelque part inférieur à ce qu'il va avoir en contrat publicitaire. Mais là, on parle vraiment de 4-5 joueurs qui sont hors normes. Tous les autres, je veux dire, la plupart des 100 meilleurs vont gagner beaucoup plus d'argent, je dirais, sur le circuit avec leur performance sur le terrain. D'ailleurs, c'est des montants qui sont complètement officiels. Vous allez sur Internet, c'est des montants que vous pouvez trouver. Et ces joueurs-là, justement, essayent, parce qu'ils jouent beaucoup à l'étranger, d'économiser le plus possible. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a du démarchage dans les approches de ces joueurs qui montent, démarchage de la part d'avocats fiscalistes, de banques, y compris de banques étrangères parfois, et les structures qui gèrent les contrats publicitaires lorsqu'ils sont établis, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles soient implantées dans des territoires offshore, c'est-à-dire à fiscalité privilégiée, ici et là? Avez-vous connaissance de ce genre de situation? Écoutez, pas à ma connaissance. Moi, j'ai été représenté par une société qui s'appelle IMG, qui est un groupe mondialement connu, qui ont des bureaux à Paris, à Londres, à New York, sur tous les continents. Je ne crois pas connaître, il y a probablement des agents qui sont freelance, qui sont peut-être domiciliés ailleurs, qui ont leur structure sur des pays offshore, mais les grandes maisons dont je parle, qui sont quand même, qui représentent peut-être 80% des joueurs aujourd'hui et des joueuses, sont des sociétés qui sont implantées partout. Et pour répondre à votre question, oui, parfois il y a certaines banques qui proposent un certain nombre de services, mais c'est souvent en général les agents qui proposent justement certaines alternatives aux joueurs. Les parents aussi, vous savez très bien, d'ailleurs peut-être encore plus chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Les jeunes filles arrivent parfois sur le circuit à être très très fortes à 16 ou 17 ans, qui n'ont même pas fini leur scolarité. Et souvent les parents étant omniprésents, c'est les parents qui s'occupent, je dirais, de tout cet aspect fiscal et qui, eux, quelque part, se renseignent auprès d'agents, de banques, pour optimiser justement ces revenus. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, Nathalie Goulet. Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'être là, vous dire qu'une grande partie des auditions que nous avons menées jusqu'à maintenant
nous ont amené à voir la différence entre la fraude et l'optimisation, et que vous nous avez tout à fait clairement expliqué l'optimisation, qui est une procédure absolument légale, d'utilisation absolument normale et régulière de la législation qui est appliquée. Le rapporteur a posé la question que je voulais vous poser, donc je vais juste faire une simple remarque, c'est qu'il y a quand même une très grosse différence avec des individus, des sportifs de haut niveau, des danseurs ou des artistes, et puis des entreprises publiques qui, elles, organisent clairement, officiellement, des sièges à l'étranger. C'est quand même tout à fait différent. Donc, merci pour ces explications, et je voulais simplement vous dire qu'on avait aussi, en tant que parlementaire, parfois un certain nombre de difficultés à faire comprendre nos rémunérations, nos modes de retraite, etc. Et qu'il y a un gros problème en France avec les gens qui gagnent de l'argent, et que dans cette commission, nous n'avons absolument rien et aucune hostilité à l'égard des gens qui gagnent beaucoup d'argent. L'objectif de cette commission était plutôt d'essayer de comprendre les mécanismes d'évasion et de faire la différence avec l'optimisation. Donc vous nous avez clairement expliqué l'optimisation, qui est un sujet qu'on comprend extrêmement bien. Donc le rapporteur m'ayant soufflé ma question, je n'ai fait qu'une petite remarque. Merci. Très bien. Monsieur Collin. Oui, la question a été pour partie abordée par notre rapporteur, qui est toujours complet. Remercie à mon tour Guy Forget et Yannick Noah de se prêter à cet exercice, c'est pas toujours facile. Revenir donc un peu sur ce sujet qui a été abordé concernant le degré d'indépendance qui existe avec ces structures ou agents, que ce soit pour les artistes d'ailleurs ou pour les sportifs. Et justement, ces structures ne ponctionnent-elles pas à la base, au départ, beaucoup d'argent au détriment, bien entendu, de l'artiste ou du sportif? On parlait des structures, des conseils. Et il convient sans doute peut-être de réglementer mieux la profession des agents et autres, parce que c'est un sujet récurrent qui est souvent abordé dans cet hémicycle, mais toujours pas réglé. Écoutez, je peux parler juste des joueurs de tennis que j'ai encadrés là pendant quelques années. Et lorsque je jouais, c'était mon cas. Effectivement, ces agences qui proposent leurs services, forcément, se rémunèrent sur un pourcentage, bien sûr, des contrats. Qui vous paraît normal, ce pourcentage? Qui paraît normal. Maintenant, il faut savoir que ces pourcentages sont négociables. C'est pas des choses qui sont fixes. D'ailleurs, je dirais que sur les 15-20 dernières années, ils ont été revus à la baisse. Lorsque j'ai commencé, moi, ma carrière, mon agent percevait 25% de la totalité de mes contrats et de mes garanties. Et puis, c'est descendu petit à petit parce qu'il y a eu de plus en plus d'agents et je crois qu'ils ont essayé de diminuer leur marge. Je crois savoir qu'aujourd'hui, certaines grandes stars payent moins de 10%, je dirais, sur leur contrat et leurs garanties à leurs agents. Donc c'est des choses quand même qui sont assez, assez transparentes. C'est pas des choses qui sont arrêtées, mais enfin les joueurs ont pleinement conscience, je dirais, que ce service, forcément, parce qu'il y a vraiment des joueurs aujourd'hui qui sont encadrés de A à Z, c'est-à-dire que ce soit pour, on parlait de leur fiscalité tout à l'heure, leur résidence principale, l'agent s'occupe véritablement de tout, c'est comme un espèce de concierge qui va s'occuper de l'envoi de ses raquettes, de son matériel, de tous les problèmes d'intendance qui sont liés à sa carrière, vu qu'il est tout le temps à l'étranger. Ça les fragilise, non? Vous savez, aujourd'hui, chaque agent essaye d'être le plus convaincant possible et d'attirer le plus de joueurs. Donc, il propose un tas de services qui méritent effectivement rémunération. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais qu'il y a des agences qui souffrent beaucoup parce qu'à force de réduire leurs coûts et de proposer tous ces services, quand vous prenez 8% ou 10% sur un contrat qui n'est pas très important et que vous devez suivre le joueur à l'étranger, dans les hôtels, payer une secrétaire, et il y en a qui ont beaucoup de mal. Certains sports sont mieux organisés que d'autres. Le tennis est un des premiers sports à être professionnel, donc depuis 68, donc c'était vraiment un des premiers sports. Les premiers tournois ont été organisés par quelqu'un qui est toujours un agent, qui a monté cette agence qui s'appelle ProServe, qui était le premier agent qui était avocat, qui était aussi bon joueur de tennis. Donc quand on regarde un peu les structures de tous les joueurs de tennis, c'est très très bien organisé, très professionnel et plutôt transparent. Comparé à d'autres sports où c'est un petit peu, où vous trouvez parfois des gens qui ne sont pas de la profession et qui se retrouvent agents et qui, eux, là, peuvent parfois
travailler différemment. En tennis, c'est assez bien structuré. Il y a deux très grosses, trois maintenant, Advantage, à l'époque, je ne sais pas, ça existe toujours. Moi, je vous parle, enfin, j'ai arrêté depuis un moment. Mais Advantage, IMG et ProServe, qui étaient les trois grosses boîtes et qui avaient tous les joueurs maintenant. Et ça a toujours été très, très bien organisé. On voit par rapport à d'autres sports. J'avais des copains qui étaient dans notre sport et ils n'étaient pas aussi bien encadrés que nous, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, tout d'abord, merci à mon tour à Guy Forget, à Yannick Noah d'avoir accepté notre sollicitation. Cette audition arrive presque en fin de parcours. Nous allons avoir très peu d'auditions maintenant. Et ça nous permet d'avoir une vision un peu globale des choses, déjà sur le constat. Ensuite, il restera à travailler sur les solutions. À travers l'audition de deux grands tennisman aujourd'hui, je pense que c'est aussi l'interrogation par rapport aux sportifs de très haut niveau en général, aux hommes et femmes de spectacle également, qui du fait de leur statut et du fait de leurs gains sont amenés parfois à être imposables en dehors de nos frontières. Donc ce n'est pas spécifiquement le tennis qui est aujourd'hui visé à travers cette audition. Il me paraissait important de le souligner. Par ailleurs, l'ensemble des auditions nous montre aujourd'hui que la grande partie de l'évasion et de la fraude fiscale ne viennent pas des particuliers sportifs ou hommes et femmes de spectacle, mais me semble-t-il plutôt du monde de l'économie ou de particuliers très fortunés qui ont eu à un moment donné, peut-être ou pas, je n'en sais rien, la chance d'avoir de gros héritages et donc de cacher le patrimoine dont ils disposent. Et donc ce n'est pas uniquement au niveau du revenu, en termes d'échelle. Pour autant, on constate bien que nous vivons une telle période que l'exemplarité est considérablement importante. Et je crois que c'est plus à ce titre-là qu'aujourd'hui nous vous auditionnons. Je comprends bien, après avoir entendu M. Forget en particulier, que les joueurs de tennis qui sont classés au-delà du 120e mondial n'ont pas de problématique fiscale, puisque leur rémunération ne conduit pas forcément à avoir un niveau de vie extraordinaire. Donc ceux qui sont visés, et notamment en titre d'exemplarité, ce sont plutôt les joueurs de très haut niveau et de premier rang. La même chose pour le football, la même chose dans d'autres domaines plus artistiques. C'est l'exemplarité. Dans le domaine du sport en particulier, à partir du moment où ces joueurs, puisque nous parlons du tennis, ou joueuses, ont bénéficié quand même de l'environnement sportif, de l'environnement en termes d'éducation d'un pays comme la France, il ne semble pas illogique, mais ce n'est pas du tout ce qui a été dit, mais il ne semble pas illogique qu'ils puissent rendre à un moment donné ce qui leur a été collectivement apporté, et notamment par l'aide fiscale de l'ensemble de nos concitoyens. Alors maintenant, ça c'est l'aspect collectif. Il y a l'aspect individuel qu'il faut entendre. Une carrière courte, et du coup, c'est du ressort de la collectivité également de prendre en compte ce phénomène que la carrière est courte. Et c'est aberrant de constater parfois que de grands champions olympiques qui ont amené l'honneur à notre pays, par l'intermédiaire de médailles d'or par exemple, qui 10 ou 15 ans après se retrouvent dans une extrême pauvreté. Et là, globalement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où un homme ou une femme a porté haut l'honneur de notre pays, il doit aussi collectivement considérer, nous devons collectivement considérer, que c'est de la responsabilité de la nation de leur permettre de vivre décemment jusqu'à la fin de leur jour. Alors ensuite, ça suppose bien entendu d'aller beaucoup plus profondément dans cette réflexion-là. Mais au minimum, me semble-t-il, à partir du moment où quelqu'un de très haut niveau a apporté beaucoup à notre pays en termes d'honneur et de représentation, étant membre d'une équipe de France, mais quelle qu'elle soit et quelle que soit la discipline par ailleurs, il semble logique qu'au minimum, ensuite, il y ait une retraite qui soit au minimum du salaire médian moyen, du salaire médian. Donc. Ça suppose bien entendu une réflexion importante. Et sur les 75%, j'ai beaucoup apprécié la réflexion, enfin la réponse, mais nous la connaissions déjà de Yannick Noah, à savoir que à partir du moment où on gagne plus d'1 million par an, j'ai entendu Nathalie Goulet, c'est pas le niveau des parlementaires, voilà, il y a quelque chose qui m'a échappé.
Mais le même rapport payer à l'argent, c'est ça que payer 75% au-dessus de 1 million et seulement à partir d'1 million, ça n'est pas aberrant. C'est en termes d'exemplarité que cela se pose, notamment dans la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Et donc j'ai apprécié la réponse de Yannick Noah, notamment en évoquant la nécessité d'une indispensable solidarité qui finalement est une solidarité citoyenne qui doit être comprise par tous. Et donc je pense qu'en termes d'exemplarité, il est indispensable à la fois de tenir compte des carrières courtes, il faut que les législateurs en tiennent compte, et en même temps que ceux qui ont la chance de gagner beaucoup se rendent compte que l'exemplarité, c'est aussi de payer au pot commun pour payer les services publics, pour payer la formation des futurs joueurs de tennis, et donc d'aller dans ce sens d'une responsabilité et d'une exemplarité qui, dans la période, mais pas seulement, apparaît, je crois, à tous indispensable. Mais donc, chers collègues, c'était un commentaire, pas de question particulière. La question particulière, c'est de savoir si éventuellement il partage, s'il partage ce point de vue, qu'à partir du moment où un joueur de tennis, puisque nous évoquons cette discipline aujourd'hui, a bénéficié de la formation, de l'éducation dans notre pays, est-ce qu'il n'est pas logique, mais j'ai cru entendre déjà la réponse, logique qu'il y ait une participation à la solidarité nationale à un moment donné. Ensuite, la deuxième question, est-ce qu'il pense qu'il est logique qu'à partir du moment où un homme ou une femme a porté haut les couleurs de notre pays, il est logique que la collectivité nationale assure l'avenir de cet homme ou de cette femme ensuite lorsqu'il a terminé sa carrière. Bien. Je parlais du tennis. Je devrais connaître les micros. Je parlais du tennis. C'est vrai que l'organisation du tennis, nous avons un système de retraite en fait qui permet d'accompagner les joueurs qui en ont besoin. Voilà, donc on n'arrive pas dans les cas de figure où certains d'entre nous se retrouvent complètement laissés à l'abandon ou démunis. Mais ça, c'est une organisation qui est propre au tennis. Tu me reprends si je dis des bêtises, Guy. Non, c'est correct. C'est une petite retraite, mais effectivement l'ATP, qui est l'association des joueurs de tennis professionnels, sur chaque événement prélève un pourcentage justement du prize money pour le remettre dans un espèce de pot commun. Et des joueurs qui ont passé une dizaine d'années dans le top 100. D'ailleurs, Yannick va commencer à le toucher bientôt, je crois, parce qu'il a l'âge. Les mensualités, voilà, au cas où il soit dans le besoin. La confraternité, ça marche partout, c'est sympa. Bien, la parole à Monsieur Guerriau. Oui, Jacques Gaillot, sénateur de Loire-Atlantique. J'ai eu le plaisir, Yannick, de te recevoir l'année dernière à Saint-Sébastien où tu as fait un excellent concert. Moi, je vous remercie évidemment tous les deux, Guy Forget et Yannick Noah, pour avoir accepté de vous soumettre à nos questionnements et à nos réflexions et à participer finalement avec nous à cet enjeu de mieux comprendre l'évasion fiscale, ça a été dit. Vous êtes, par ce que vous avez fait, vous avez été capitaine de l'équipe de France tous les deux, vous avez remporté des Coupes Davis au titre de vos fonctions de manager de cette équipe tous les deux. Vous avez donc porté finalement les couleurs de la France au plus haut niveau de notre nation. Vous avez, pour Yannick, maintenant c'est aussi toute une carrière de chanteur dont nous sommes fiers puisque la popularité est présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, finalement, vous êtes des icônes de notre nation. Et par définition, vous représentez pour beaucoup, pour des gens moyens, des gens modestes, des personnes qui vivent dans les quartiers, qui vivent en France, vous représentez l'exemplarité et vous représentez notre nation. C'est pourquoi je crois qu'il y a un double regard que nous pouvons porter. Le regard d'une nation fière de ses compétiteurs que vous avez été, de cette exemplarité du savoir-faire et du savoir-être et de votre réussite. Et puis en même temps, le besoin de vous retrouver à travers la fiscalité comme étant présent sur notre sol. En 91, 92, 93, Yannick Noah avait fait le choix de vivre en Suisse. Guy Forget, vous l'avez dit très correctement à l'instant même également. Et ça, pour chacun, je dirais pour les gens, pour les habitants de notre pays, pour les Français, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris parce que même si c'est pas une fraude, c'est considéré comme même finalement bien une évasion d'une manière ou d'une autre et on est bien sur le sujet. Et donc ça ne peut pas être bien ressenti parce que vous êtes ces icônes que nous voulons porter comme étant dans l'exemplarité qui a été évoquée par mon collègue il y a un instant. Donc ça m'interroge parce que je me dis, si vous avez eu, et vous l'avez justifié, ce
cette attitude, comment peut-on penser qu'avec un 75% au-delà d'1 million d'euros, qui est le cas qui vous touche et qui touche d'autres personnalités, on peut penser que les comportements changeront? Je ne crois pas que ce soit incitatif à faire revenir en arrière. Au contraire, je pense qu'il y aura une accélération de ce mouvement-là et que ce que l'on veut gagner d'un côté, on le perdra de l'autre parce que, évidemment, on pourra toujours dire que c'est bien de reconnaître le drapeau français, c'est bien de rester dans son pays et de payer de la fiscalité, c'est bien la solidarité, mais dans la réalité, on retombera dans très exactement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le phénomène d'une carrière courte, et quand on a une carrière courte, évidemment, on optimise. Et vous l'avez justifié, je dirais, avec courage auprès de nous. Et je tiens à vous en remercier parce que c'est cette réalité qui est la nôtre et il faut la prendre en considération. Moi, j'ai envie que nos vedettes, j'ai envie que ceux qui portent les couleurs de la France aussi bien que vous avez pu la porter, ceux qui nous font honneur, ceux qui font que les populations vibrent, ceux qui nous donnent du plaisir. Vous nous avez du plaisir en 83 quand Yannick Noah gagne Roland-Garros et ça s'est pas reproduit. Depuis, nous avions été très fiers et j'étais de ceux-là qui étaient devant son poste de télé enthousiasme à voir cette réussite et cette belle victoire. Nous avons envie que ça se reproduise et nous avons envie que nos sportifs restent sur le territoire français. Donc je pense que cette mesure de 75% n'est pas une bonne mesure dans la mesure où elle s'arrête à une situation qui ne conduira pas finalement à de bons résultats, ceux que j'attends de notre nation. Par ailleurs, je voudrais simplement dire, et j'ai compris complètement cette question de l'échelonnement, je veux dire par là que la problématique des carrières courtes, on parle des sportifs, on peut parler des chanteurs peuvent avoir un succès fou pendant une période très courte. On l'a vu, on a des exemples de personnes qui à un moment donné ont été des vedettes, des stars, dont la durée de carrière était très courte. C'est pas le cas de Yannick Noah, mais c'est le cas de d'autres personnes. Le succès littéraire peut aussi conduire à un moment donné, par un best-seller, à avoir des revenus sur une période extrêmement courte, tout à fait sympathiques, mais qui vont pas durer dans le temps. Une vie professionnelle, un métier, vous pouvez avoir à un moment donné, dans votre carrière, une promotion qui vous amène à des revenus importants, mais qui ne dureront pas. Dans une carrière antérieure, j'ai eu à aider un joueur, un footballeur français d'origine sénégalaise, qui a été quelqu'un de très connu en France, qui a été en division 1, qui a joué à Nantes. Enfin, je ne vais pas aller plus loin, sinon on saura qui il est, et qui était dans une situation catastrophique, et que nous avons embauché comme chauffeur. C'est pour vous dire la situation entre une période où on peut gagner énormément d'argent et finalement une situation qui devient miséreuse parce qu'en fait on vient dans une situation difficile à un âge très jeune alors qu'on a appris à dépenser beaucoup lorsqu'on a gagné beaucoup d'argent et qu'on n'a pas été forcément bien accompagné. Ce qui me fait dire sur ce point-là, c'est que je pense que le vrai problème à gérer, c'est la question de l'échelonnement finalement de cette période qui fait que finalement notre fiscalité elle porte sur des revenus sur une année, alors qu'en réalité on devrait mesurer les choses plutôt sur une échelle beaucoup plus longue liée à des situations qui font que contrairement à beaucoup où les revenus viennent en fin de carrière, vous les avez plutôt en début de carrière avec évidemment des situations plus difficiles après. Donc je crois qu'il y a une réflexion du fiscaliste à apporter et du législateur que nous sommes sur comment essayer de contribuer à niveler peut-être un phénomène qui n'est pas à l'échelle d'une année, mais à l'échelle d'une vie, et qui, bien évidemment, fait qu'il y a des phénomènes de succès et d'autres de moindre revenus. Voilà, donc moi je tiens à nos sportifs, je tiens à ce que vous êtes, je suis très très heureux de vous voir ici à cette table, et je vous demande, qu'est-ce que vous pensez d'abord effectivement sur les 75%? Est-ce que ce raisonnement qui consiste à penser que naturellement, et vous l'avez montré par vous-même, il y aura une tentation à prendre des résidences à l'étranger s'accentuera, malgré les bonnes volontés de certains dont vous faites partie? Et deuxièmement, comment faire en sorte de réfléchir à un autre mode de fiscalisation qui prendrait en considération un cas de figure qui est celui que vous présentez avec une durée très courte dans le succès. Quoique vous avez fait de longues carrières, je pense à Naïnik en particulier. Moi, je parle en mon nom, je ne peux pas parler au nom de tous les sportifs et tous les artistes. J'ai arrêté ma carrière sportive il y a 20 ans, à l'époque où les gains étaient nettement inférieurs à ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et dans les 10 premiers mondiaux aujourd'hui, on fait une carrière aujourd'hui, et puis à moins de tomber sur un escroc, on peut vivre et faire vivre sa famille pendant une ou voire 2 générations. Donc c'est quand même très différent de ce qui me concernait, ce qui a pu nous concerner. Nous,
devait s'occuper de l'après-tennis quasiment le lendemain de la décision de la retraite, quoi. Donc moi, en fait, j'ai décidé, ma décision d'aller m'installer en Suisse en 91, c'était le lendemain de ma retraite. J'ai arrêté en 90, en 91, j'étais en Suisse. Juste simplement parce que j'avais la crainte du lendemain, voilà. C'est très simple. C'était avantageux pour moi. Après, il y a eu un mode de vie et un certain nombre de choses à faire pour continuer cette vie à Montreux. Et puis au bout de 3 ans, c'était un petit peu long et j'ai décidé de revenir en France, d'autant plus que grâce un petit peu à Guy, j'ai eu des revenus inespérés, à savoir que il m'a permis de gagner la Coupe Davis en tant que capitaine, donc j'ai gagné un petit peu de sous. Merci Guy. Non, je te le dis, 22 ans après, je te le dis. Et donc voilà, j'avais arrêté de jouer, je suis devenu capitaine pendant 3 ans et c'est vrai que j'ai eu des revenus à ce moment-là. Le joueur de tennis gagne la plupart de ses revenus à l'étranger. Enfin, c'est vraiment différent. Il y a une grosse différence entre gagner des sous. Et là, je peux faire la différence justement avec le chanteur que je suis maintenant, où je fais, entre guillemets, toute ma carrière, 80% de ma carrière en France. Il est hors de question que j'aille ailleurs. Je gagne mon argent ici, je paye mes impôts ici. Naturellement, je vis ici. Je serais une vedette internationale sur le plan artistique, peut-être que la question se poserait. Est-ce que si demain je vais faire 50 concerts aux États-Unis et que je gagne 50 fois ce que je gagne ici, parce que tout est multiplié par 50, est-ce que j'aurai envie de revenir payer mes impôts ici? Certainement pas. Certainement pas. Même si j'adore chanter la Marseillaise, même si je suis prêt à me battre pour les couleurs de mon pays. C'est une question personnelle, peut-être égoïste, à ce moment-là. Mais là, le problème ne se pose pas. Je gagne mon argent ici. Je gagne mon argent ici grâce au public français. Donc il me semble normal de partager avec le public français. Je ne veux pas conseiller à mon fils qui a fait toute sa carrière aux États-Unis de venir payer 75% ici. Ce serait aberrant. Par contre, moi, je pense que c'est normal que je paye 75%. Pour répondre à votre question des 75%. Je ne suis pas à la tête d'une grande compagnie avec plusieurs antennes à l'étranger. C'est pas mon cas. Donc voilà, quoi. Enfin, vous aviez l'air très précis par rapport à... Enfin, un avis très tranché pour ces 75%, donc le mien aussi assez tranché. Oui, j'ai trop parlé. Monsieur Bécaud, alors. Oui, merci à vous deux, Guy Forget et Yannick Noah. Moi, je voudrais revenir sur la double imposition, parce que je n'ai pas très bien compris et il faudrait que vous nous apportiez quelques précisions sur cette double imposition, d'une part. Ensuite, comment le joueur de tennis se déplace et est-ce que ses voyages sont pris en charge, son hôtel, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Et 3, effectivement, moi je pense qu'il me paraît important que l'on puisse ensemble réfléchir, nous parlementaires, mais vous sportifs ou artistes, réfléchir à la mise en place d'une fiscalité qui soit plus appropriée, compte tenu des carrières très courtes. Je crois que ce serait, en effet, comme le disait tout à l'heure mon collègue, il faudrait voir globalement les choses, parce que pour les grands joueurs, pour les 10 ou 15 du top mondial, ça ne pose pas de problème. Moi, je comprends que Yannick, qui fait, lui, une double carrière sur le plan national comme artiste, je comprends aussi que ça ne lui pose pas de problème. Mais pour certains qui gagnent beaucoup moins d'argent, ils peuvent à un moment donc payer beaucoup, et puis après se retrouver un peu misérable, je dirais, pour essayer d'accentuer les choses. Donc c'est un petit peu pour cette raison que je dirais il y a peut-être là vraiment une réflexion à mener ensemble, les élus et les sportifs et le sport de haut niveau et les artistes. Merci. Pour répondre à votre question concernant donc puisque c'est la question que vous posiez par rapport aux frais d'un joueur de tennis, contrairement au football ou beaucoup d'autres sports, le joueur de tennis, il est son propre patron. Et c'est lui
qui rémunère son entraîneur, son préparateur physique, et lui, il a un certain nombre de charges. Aujourd'hui, on va dire qu'un joueur qui est dans les 100 meilleurs, je ne parle pas de Federer, Nadal, qui eux voyagent dans des conditions différentes avec un staff très très important, mais on a calculé que ça lui revient environ à 125 000 € de frais par an sur ses voyages. C'est lui qui paye son billet d'avion, c'est lui qui paye en général ses repas, c'est lui qui paye le salaire de son entraîneur, le salaire de son préparateur physique. Et forcément, parce que sa chambre d'hôtel, celle du joueur, elle est prise en charge quand il va jouer à Bercy ou ailleurs, ou à l'étranger. Par contre, pour son entraîneur et son préparateur physique, c'est lui qui doit payer la chambre. Donc on arrive à grosso modo, je crois que l'Australien, ça lui coûte 135 140 000 €. Le joueur européen, je crois que c'est 120 125 000. Et puis certains, c'est un petit peu moins. Mais enfin, aux alentours de 125 000 € de frais, c'est ce que un joueur doit débourser en minimum par an pour suivre le circuit de manière générale. Une nouvelle fois, pour revenir aux joueurs français, là, des joueurs français qui sont résidents à l'étranger aujourd'hui, ils doivent être 7-8. Il y a 7-8 joueurs français qui ont choisi d'élire domicile à l'étranger. Ce que disait Yannick tout à l'heure, sur tous leurs revenus français, par contre, c'est-à-dire on joue beaucoup en France. Il y a la Coupe Davis, il y a Roland-Garros, il y a Bercy, il y a le Tour de Montpellier, il y a Marseille, il y a Metz. Et en général, les joueurs français jouent la plupart de ces tournois-là. Une fois qu'ils auront fait, leur déclaration fiscale à la fin de l'année, ils vont payer quasiment, je parle de ces 6-7 joueurs-là, ils vont déplacer la tranche maximale en France, je ne sais plus de quel ordre elle est exactement, enfin, mieux la connaître que moi, mais... Et ils vont être taxés donc quasiment à 50%. Donc voilà pourquoi il y a une double imposition. Mais Rafael Nadal et Roger Federer sont dans le même processus aujourd'hui. Eux sont étrangers, mais ils doivent faire une déclaration complémentaire à la fin de l'année parce qu'ils n'ont pas seulement joué Roland-Garros, ils ont joué aussi Bercy, ils ont joué d'autres tournois en France. Ils ne s'en offusquent pas, d'ailleurs, ils jouent ces tournois-là. D'ailleurs, comme l'a dit Yannick, Federer et Nadal joueraient Roland-Garros demain, même s'il n'y avait pas de prize money. C'est quelque chose en termes d'image qui est tellement fort pour eux. Néanmoins, je dirais, ils sont taxés aujourd'hui sur ces montants-là. Et si je peux prendre, entre guillemets, la défense un peu de ces joueurs français qui sont aujourd'hui résidents à l'étranger, comme l'a dit Yannick, sur tout ce qu'ils gagnent en France, ils payent la moitié. Alors, après, la question de savoir est-ce que c'est suffisant ou pas, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut l'échelonner sur... à plus forte raison, si on passe demain à 75%, effectivement, ce sera toujours beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut l'échelonner? Je crois que c'est aujourd'hui à vous de réfléchir, justement, à une fiscalité qui peut être peut-être à plusieurs paliers, enfin étalés dans le temps. Je ne pense pas que les joueurs aujourd'hui puissent vous suggérer des idées. Je sais que certains d'entre eux trouvent normal de payer 50% de leurs revenus, mais à un moment donné, ils se disent, bon, ben, comme quand je suis aux États-Unis, quand je suis en Australie, quand je suis dans tous les autres pays du monde, ben, si je peux ne pas encore payer 50, je peux en payer que 30, ben, ça me fait économiser 20. Donc c'est une optimisation fiscale et en aucun cas, je veux dire, pour les joueurs de tennis, je veux dire, sur ces 6 ou 7 garçons, parce qu'on parle que de 6 ou 7 garçons là, ce n'est pas, je pense, dans l'esprit dans leur esprit, une évasion fiscale. Alors que c'est perçu d'ailleurs de la part, c'est marrant, des médias et même parfois du grand public, comme des joueurs qui sont, enfin des garçons qui fuient, qui ne payent pas leurs impôts, alors que véritablement, c'est pas le cas. Monsieur Duvernois. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Guy Forget, qu'on partage ou pas son opinion. Son propos a le mérite d'être articulé et clair. Cela étant dit, dans votre vie professionnelle, Monsieur Noah, comme sportif et comme artiste de variété, et aussi bien entendu dans votre engagement citoyen, vous avez toujours défendu au sens large du terme la justice sociale. C'est une attitude qui vous honore. Mais la justice sociale, dans une république comme la nôtre, repose d'abord sur la justice fiscale. Celle qui permet de collecter l'impôt issu de la création de richesses, individuelle et collective, de manière à pouvoir le redistribuer au mieux, dans un souci d'équité et donc de justice sociale que vous prônez.
Cette commission d'enquête n'est pas sur l'évasion des capitaux, n'est pas un tribunal administratif. Mais elle cherche à comprendre l'état d'une situation préoccupante à plus d'un titre pour rétablir les finances de notre État, dont vous connaissez l'ampleur du déficit. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et mon propos s'adresse particulièrement à vous, nous voudrions comprendre, sans avoir à l'esprit d'un quelconque jugement moral. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je crois utile de revenir sur cette question, ce qui vous a conduit à faire des économies. Ce n'est pas une expression personnelle, c'est la vôtre. En Suisse, dans les années 90, et c'est l'expression que vous avez utilisée publiquement à plusieurs reprises, vous l'avez encore dit tout à l'heure, relayée par les médias, toujours sensible et prompt à répercuter vos propos. Ce choix personnel de vous exiler fiscalement et le contentieux qui est encore, semble-t-il, le vôtre avec le ministère du Budget, est-il en conformité avec l'esprit de justice sociale que vous prenez? Les citoyens français imposés et appelés à l'être encore davantage dans la situation économique, financière et fiscale qui est la nôtre, veulent simplement savoir, parce qu'au travers des médias, vous apparaissez comme un exemple de réussite citoyenne, et nous nous en réjouissons, ce que recouvre véritablement votre attitude, vos engagements, pour sortir, je m'exprime en tant que citoyen et me fais la voix de ce que j'entends autour de moi, ici et là, d'une certaine ambiguïté entre la vertu civique que tout le monde partage et une problématique d'évasion fiscale qui semblerait être encore la vôtre. Je vous remercie. Il m'avait semblé clair que cet aspect n'allait pas discuter de cette partie. Bref, disons que je suis effectivement en procédure. Le fisc me réclame une somme pour l'année fiscale 93 que je conteste pour des raisons que je ne vais bien entendu pas discuter ici. Certains pensent qu'il y a ambiguïté. Moi, je pense que je défends mes droits comme tout citoyen. Le fisc m'a réclamé de l'argent et je le conteste. C'était il y a 19 ans. Je le conteste, je continuerai à le contester jusqu'au moment où la justice décidera. À l'heure où on parle, je ne dois rien. Je ne dois rien. Enfin, je sais pas, je ne dois rien. Pour ce qui est donc de l'exemplarité, je pense qu'il y a des... Premièrement, effectivement, très important de s'acquitter de l'impôt. Et pour certains, plus rare, d'aller au-delà. Et ça, je ne suis pas venu ici pour expliquer combien, quand je reverse à la société. Voilà. Encore une fois, je suis très déçu parce qu'on m'avait vraiment dit que on n'allait pas aborder ce sujet ici. Mais je ne suis pas non plus surpris. Je ne suis pas non plus surpris. Et j'espère que ma réponse vous convient. Je crois qu'il faut préciser les choses. Je ne vois pas quel sujet on n'aurait pas à aborder dans une commission d'enquête. Je ne sais pas ce qui vous a été dit, mais d'abord, je crois qu'il n'y a pas de... La procédure, une procédure... Oui, mais justement, on ne l'évoque pas. Je veux dire, nous ça j'ai cru comprendre que monsieur l'évoquait. Alors, pour compléter peut-être un peu le je comprends pas bien. Je n'ai pas évoqué de procédure et je voudrais vous rappeler, monsieur Noah, que vous êtes un citoyen comme moi, comme nous tous, et dans cette maison où nous avons liberté de parole et de ton, d'expression, en autant que les choses sont exprimées d'une manière posée, réfléchie et respectueuse de l'autre. Ce que j'ai fait avec vous. Oui. C'est bien ce que j'ai compris.
Il est évident que nous ne voulons pas rentrer dans des cas particuliers. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, je crois, l'ensemble de nos collègues, et que c'est pour cela qu'on ne rentre pas. Pour autant, on est quand même obligé de savoir à peu près. Excusez-moi, j'ai cru comprendre là c'était un cas particulier, non? Enfin, je sais pas, j'ai mal compris. Je crois qu'il n'y a pas eu de détails particuliers qui ont été évoqués. Enfin, je sais pas, vous m'avez nommé. Ah oui, non, mais d'accord, donc c'est un cas particulier. Si vous voulez, je vais peut-être alors essayer de compléter peut-être l'interrogation de mes collègues. En tout cas, moi, j'ai une interrogation à formuler. Nous avons interrogé les gens du football. Actuellement, il y a l'Eurofoot. Il y a 5 grands pays. Il y a l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre qui participe. Et l'équipe de France, on espère, comme tout le monde, un grand succès à l'équipe de France. C'est un sport collectif. Bon. De ces 5 équipes, en Europe, on pourrait parler de la Hollande et d'autres, la seule équipe nationale dont la majorité, parfois c'est les 2/3 selon les sélections, des joueurs qui la composent, sont des joueurs qui doivent faire leur passion à l'étranger, leur métier à l'étranger. Et je ne pense pas qu'effectivement quelqu'un qui veuille faire le sport le plus populaire du monde, entre 18 et 25 ans, sa préoccupation c'est l'exil fiscal. Bon. Mais c'est un constat. C'est la même chose pour nos artistes, pour les acteurs de cinéma, les chanteurs, les joueurs de Formule 1. C'est comme ça qu'on est venu à vous convoquer ou à vous demander de témoigner et de participer. Et c'est vrai qu'il y a une certaine incompréhension parce que vous dites... J'avais peur, ce que je comprends très bien. Puis il y a 20 ans, les situations n'étaient pas les mêmes, etc. Et donc je suis parti parce que j'avais peur, je voulais faire des économies. Et c'est la logique même. Et en même temps, on dit que j'ai une carrière courte. Mais je crois que dans tous les métiers, généralement, sauf dans le vôtre, sauf là où il y a un talent particulier, souvent on n'est pas 10 ans dans des hauts revenus. Parfois ça arrive en fin de carrière. La plupart du temps, dans le monde des affaires, c'est ce que j'allais dire comme peut-être un de mes collègues, ça arrive les dernières années. On est rarement PDG à 25 ans jusqu'à 65 ans. On est souvent dans les hauts revenus de 55 ans à 65 ans. C'est-à-dire c'est une carrière courte à l'envers, ce qui se passe pour beaucoup de contribuables. Vous avez le fait de dire, effectivement, nous on a une carrière courte très jeune face à des responsabilités et puis on ne sait pas comment faire. Mais c'est quand même malheureux pour un pays d'avoir la nécessité de dire je suis obligé de partir 3 ans à l'étranger parce que j'ai besoin de faire des économies, parce que j'ai une certaine angoisse pour la vie. Et puis après, ça a été évoqué à plusieurs reprises, optimisation, économie. Vous avez toute cette angoisse. Et après, je peux revenir, parce qu'effectivement, après, une fois que j'ai fait l'optimisation, on peut revenir. Et puis, je dirais, ça, c'est une situation un peu curieuse, parce que vis-à-vis des générations qui vous succèdent, eh bien, vous pourriez dire, il faudrait peut-être changer. Pourquoi on n'est pas comme les Allemands, pas comme les Anglais, pas comme les Espagnols, pas comme les Italiens? C'est un peu bizarre comme attitude. Moi, j'ai été choqué par le propos que vous avez tenu tout à l'heure. Choqué, étonné. Je veux dire, en termes de compréhension, je dirais, je comprends peut-être beaucoup de choses. Vous dites, je ne le dirai pas à mon fils. À moi, oui, moi je suis en France, de toute façon ma carrière, moi je suis parti au moment où il fallait partir, et puis maintenant j'ai un public français, alors je peux bien payer mes impôts en France, 75%. Mais mon fils, aux États-Unis, à 75%, c'est aberrant, vous avez dit. Alors je dis, mais c'est pas l'exemplarité, ça. Mon fils joue dans des salles. Et vous savez, moi je suis plutôt partisan que les talents s'expriment, franchement. Et je trouve tout à fait anormal que dès qu'on réussit dans le cinéma, dès qu'on réussit dans la science, dès qu'on réussit quelque part, on soit obligé de partir. Et vous qui êtes parti, qui êtes revenu, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi? Mais alors là, c'est vrai que je comprends l'interrogation de mon collègue du Vernois, parce que vous dites, pour mon fils, je ne le fais pas. Non, écoutez, excusez-moi, peut-être qu'il faut que je vous précise. Pour mon fils, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mon fils est engagé par une compagnie privée qui s'appelle la NBA. C'est un sport professionnel, mais c'est la NBA. Voilà, ce sont des équipes privées. Et il se trouve qu'il joue dans des conditions... Non, mais les sportifs et plein d'enfants sont passionnés par ce sport. Et en fait, ils jouent tous les soirs dans des salles de 30 000 personnes. On n'a pas de salle de 30 000 personnes. Donc, il y a des droits télé qui ne sont pas les mêmes droits télé. Donc, il a des revenus qui ne sont pas les mêmes que les revenus qu'il aurait ici, au même niveau. Donc voilà, c'est clair. Vous parliez d'équipe de France de foot, où certes, la plupart ne sont pas, mais l'équipe de France de basket, ils sont juste tous aux États-Unis. Et viennent jouer pour l'équipe de France avec plaisir, viennent s'acquitter à tous leurs devoirs, entre guillemets, mais leur profession les amène à jouer aux États-Unis.
voilà, c'est à ce niveau-là que je dirais ce que je trouverais aberrant. Pas plus intéressant de se poser une réflexion collective entre élus, personnes qui sont confrontées à cette situation, de dire il y a quand même un problème puisque ça se produit qu'en France, plutôt que de dire ils vont faire leur carrière aux États-Unis, ils sont obligés de réaliser leur carrière professionnelle et puis 10 ans après ils vont venir et puis de toute façon là il y aura plus de pic de salaire, donc on pourra venir en France et je dirais se mettre dans le moule de la société française, avec ses interrogations, avec ses contraintes, mais on est quand même un pays où finalement tout le monde est obligé de partir, et vous revenez après, 10 ans après, pour dire ah bah oui, finalement c'est bien 75% ou pas 75%. Non, peu importe, je rentre pas dans le détail des 75%. On revient pour dire c'est 75%. Ce que je veux dire, c'est quand on a Monsieur Thierry, est-ce qu'il a si c'est une bonne chose pour le football français, pour les clubs, la compétitivité, puisqu'on vous avez cité le mot de compétitivité tout à l'heure, c'était intéressant en disant évidemment un tournoi comparable. On manquera de compétitivité. C'est peut-être plus simple de dire les choses maintenant que de les dire avec un recul lorsque finalement on a perdu la compétitivité. Lorsque je jouais au tennis, moi j'étais en France, déjà, lorsque j'ai joué. Il y a certains sportifs français qui font toute leur carrière et leur après-carrière à l'étranger. Je vous ai parlé de mes 3 ans. C'est pas que j'ai passé 3 ans ensuite, d'un coup je suis revenu parce que d'un coup il y avait une opportunité. Enfin, il y a une différence. J'ai pris le cas de mon fils parce que c'est un sport vraiment très très particulier et précis. Là, c'est vraiment, on parle d'extrême là. C'est qu'effectivement le cas du basket est vraiment par rapport à d'autres sports où effectivement d'autres sports où on peut continuer à mener une carrière en France. Pour ce qui est du basket, à partir du moment où on touche le haut niveau, c'est quasiment impossible. Et ça ne touche pas que la France, c'est d'autres pays européens. La plupart des joueurs européens maintenant ont la possibilité et partent à l'étranger. Pour ce qui est des joueurs de tennis, aujourd'hui, à l'époque, certains étaient à l'étranger, mais aujourd'hui, ils sont tous à l'étranger. Et ils vivent. Donc voilà, c'était justement pour éclairer mon point de vue personnel et expliquer un peu mon parcours. Et oui, au bout de 3 ans, j'ai décidé de venir parce qu'il y avait un mode de vie qui ne me satisfaisait pas, même si j'avais envie de faire des économies. Je veux dire, on se voyait. Voilà, Non, mais mon seul propos était de dire, c'est peut-être pour vous l'occasion de prendre la parole, puisque il y en a qui sont dans cette situation en période active et qui, eux, sont contraints d'être à l'étranger pour l'instant et que vous dites tout à fait naturellement, finalement, si j'avais, d'ailleurs vous l'avez dit, je crois, d'une autre manière, si j'avais mes concerts aux États-Unis devant un public américain, peut-être que moi aussi je me poserais la question, si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un peu pour ça qu'on se voit. La question, c'est de savoir pourquoi on s'en va. Ça vaudrait la peine de le dire pour les générations actuelles, ceux qui sont actifs et qui sont dans cette situation. Ça vaudrait bien la peine, compte tenu de votre expérience, de dire oui, il y a eu des contraintes et il y a l'optimisation, c'est la réponse à peut-être une certaine contrainte ou oppression qui, à un moment donné, est trop forte. Or, c'est bizarre parce que on a le sentiment que vous êtes je dirais, pas dans la même situation lorsqu'on est au cœur de la carrière ou après la carrière, et je dirais face à cette contrainte. Enfin, pour pas monopoliser le dialogue, je vais passer la parole à Monsieur Vaugrenard et puis après au rapporteur quand il le souhaite. Le rapporteur, mais Monsieur Vaugrenard avait fait. Oui, rapidement, Monsieur le Président. Je suis surpris de l'intervention de mon collègue et de celle qui a suivi, de la vôtre, Monsieur le Président. Parce que, et je me pose la question, je vous le dis franchement, si la question a été posée à Yannick Noah, pas seulement de manière suggestive, parce que ses orientations politiques déplairaient peut-être un peu. Nous avons eu beaucoup d'auditions depuis quelques mois. C'est la première fois que je constate ce comportement, mettant en cause personnellement l'une des personnes que l'on auditionne. Donc permettez-moi d'être interrogatif sur les raisons de ces questions particulières qui sont posées. Moi, ce que je constate, c'est que la réponse de Yannick Noah par rapport à ce moment où il est allé en Suisse, c'était par rapport à la crainte de l'avenir. Par rapport à un certain nombre d'auditions, un certain nombre d'organisations également, fortement conseillées par des avocats fiscalistes en particulier,
par rapport également à l'évasion fiscale concernant les héritages et le patrimoine immobilier, toutes ces évasions fiscales, voire toutes ces fraudes fiscales, selon moi, sont guidées par une forme de cupidité exacerbée. Ce qui n'est pas le cas, selon la réponse de Yannick Noah et la démonstration qui est faite chaque jour de son engagement humaniste, par rapport à d'autres auditions que nous avons effectuées. Donc je ne comprends pas bien cette manière d'intervenir. La question qui devra se poser à nous très clairement et très sereinement, et il aurait été intéressant du reste, dans toutes nos auditions, d'avoir un témoin citoyen qui, lui, était bien en dessous d'1 million d'euros, mais qui avait simplement un salaire médian de 1 600 €, c'est-à-dire la moyenne des salariés français, pour avoir son opinion aussi sur l'exemplarité qui est indispensable et qui est nécessaire. Ça ne signifie pas, je le redis à nouveau, qu'il ne faut pas être attentionné au fait que les sportifs ont des carrières courtes. Mais à ce moment-là, ce n'est pas par une démarche individuelle que la solution peut être apportée. C'est par une réflexion, une démarche collective. Et ça nous regarde. C'est de notre responsabilité. Et donc, lorsqu'on parle de cela, je pense qu'il faut le faire sereinement. Et au moment où nous aurons, avec le rapporteur qui a fait un travail remarquable, à faire des propositions, j'attends de voir. Ce qui aujourd'hui semble d'une grande virulence, de savoir si les propositions qui seront faites, ça sera une diminution d'impôts généralisée ou une augmentation d'impôts en direction de ceux qui peuvent participer à l'effort collectif. Et là, nous verrons vraiment quel est le fond de la pensée de chacun et au-delà du discours, de savoir ce que nous proposons. Parce que la situation est difficile et parfois catastrophique. Et donc, moi, je regrette, je le dis, qu'on utilise une audition pour mettre en cause quelqu'un qui non seulement a porté haut les couleurs de notre pays, mais aussi a montré par une démarche humanitaire quotidienne qu'il était au service du collectif. Avant de passer la parole à M. Guerriau et au rapporteur, comme vous m'avez mis en cause, je vais quand même faire une précision. Je veux dire, j'ai noté le témoin citoyen, mais ça c'est au rapporteur qui conviendra de sélectionner un témoin citoyen représentatif de la population française pour qu'on puisse l'auditionner. Donc je vous laisse le choix de le trouver. Je pense, M. Noah, que je n'ai pas voulu, je ne pensais pas faire de la politique en vous interpellant sur les réactions, parce que, encore une fois, et je vous le dis à tous les deux, on vous remercie vraiment de venir, mais il faut quand même qu'on puisse établir un dialogue. Et le dialogue, c'est avec des sportifs. Ce qu'on n'a pas voulu faire avec le football, pourquoi on allait prendre tel ou tel joueur de football, c'était difficile. Pourquoi on prendrait tel acteur, éventuellement, ou chanteur. Vous avez l'avantage d'être à la fois sportif et chanteur, donc au moins on avait le monde culturel et le monde sportif. Et cette question, je l'aurais posée de toute manière, parce que, chers collègues, vous savez très bien que ce type de questions, je les pose souvent, tellement je suis exaspéré de voir un certain nombre de nos élites quitter notre pays, et l'hypocrisie qui consiste à glorifier un certain nombre de personnes. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du football, par exemple, puisque c'est d'actualité, de dire bah oui, c'est très bien, et puis en même temps, on accepte que dans le football, dans le tennis, on nous a parlé de la Formule 1, on nous a parlé de prix Nobel qui avait été obligé aussi de partir, et que tous ces gens-là doivent en partie s'exiler. Bon, maintenant, si vous voulez qu'on commence à rentrer dans l'explication politique et argumentée, je suis prêt à vous suivre. Mais je n'ai pas voulu faire, je dirais, dans ma réponse vis-à-vis de M. Noah, qu'en particulier, j'ai voulu saisir l'occasion qu'il exprimait très franchement, d'abord le malaise qu'a un jeune joueur qui se trouve à 23 ans face à une préoccupation qui est, je dirais, presque une carrière libérale. Il est finalement dans une activité libérale. Il est seul face à ses responsabilités, parfois les parents lorsque ce sont des joueuses de tennis. Et donc, il a voulu, tout simplement, je dirais, et ça a été assez exprimé, ou optimiser, ou économiser, ou prévoir la retraite. Et j'ai voulu profiter de l'incompréhension qu'il y avait en parlant d'une situation qui lui était personnelle. C'est lui qui l'a évoqué, donc je n'ai pas compris, parce que d'un côté, il souhaitait s'exprimer
en soutenant une proposition que vous défendez avec acharnement, que je comprends très bien, mais on fera le débat budgétaire une autre fois, et en même temps dire mais c'est aberrant et je ne le ferai pas. Donc c'est tout ce que j'ai voulu faire et je ne voulais pas remettre en cause la notoriété d'un sportif comme M. Forget, qui, je crois, sur ce plan-là, nous semble unanime. Je passe la parole à M. Guerrier. Oui, merci, Monsieur le Président. En tant que vice-président de cette commission, je n'ai pas la même lecture qui vient d'être donnée. Je pense que c'est très important que nous ayons une libre expression et que les choses puissent porter notamment sur les témoignages. Et ici, nous avons eu 2 témoignages et évidemment, je tiens à les remercier une fois encore de cette franchise parce qu'elle nous apporte en termes de comment contribuer à faire en sorte que nos intérêts se rencontrent. Les intérêts des joueurs, c'est-à-dire qui sont foncièrement attachés au territoire pour lequel ils ont défendu les couleurs, et les intérêts de nos concitoyens, qui est de conserver cette image comme étant l'image de la France. Et je crois que c'est ça qui, fondamentalement, est important. Et à ce titre, je trouve qu'il est aussi nécessaire de toucher les points qui peuvent, à un moment donné, nous permettre d'avancer. Moi, j'en ai retenu 3. J'ai retenu le point sur la question qu'on a discuté sur les 75%, qui reste une interrogation pour moi. La question de l'échelonnement pour essayer de visualiser comment prendre en considération ces carrières courtes. Et puis je dirais un 3e point qui a été évoqué par Yannick Noah, qui sera peut-être un élément sur lequel il faudra aussi discuter. Je pense à la question de l'engagement sociétal des joueurs. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une contribution solidaire à travers une prise d'engagement qui impacte de fait des mouvements sur, comme c'est fait dans le cadre de l'association sur le sportive dans le domaine du tennis qui a été initié par Yannick Noah. Je pense que ce sont des bonnes choses. Donc il faut aussi en parler, il faut peut-être aussi le prendre en considération dans la réflexion et pourquoi pas même dans la réflexion fiscale et solidaire qui est la nôtre. Voilà, donc merci à vous tous et je trouve que c'était un excellent moment d'échange, Président. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je voudrais, si vous le permettez, sortir un peu de ces considérations personnelles pour revenir à un cadre plus large. Je précise que le rapport qui sera rendu dans quelques semaines et dont j'espère qu'il sera soutenu par la majorité de cette commission, si ce n'est l'unanimité, consistera d'abord en un état des lieux général de la situation qui nous préoccupe, une analyse qui, je pense, mettra en évidence que c'est bien tout un système qui s'est mis en place à l'échelle planétaire. Nous avons eu l'occasion d'auditionner des grands responsables d'entreprises, industriels, bancaires. On constate aussi que le domaine de l'art est touché par ce cancer. Moi, je décris ça comme un cancer financier. Le domaine du sport est touché. Le club d'Arsenal a mis en place une société à Jersey, par exemple, et on pourrait ainsi multiplier les exemples et susciter l'indignation, parce qu'il y a beaucoup d'indignation. Et au-delà des murs de cette enceinte, je crois, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un phénomène très large que nous décrivons, que nous tentons d'analyser, et surtout que nous proposerons, nous ferons des propositions concrètes, y compris législatives, dans le rapport, qui sera soumis à l'échange, à la réflexion et au vote de chacun. Voilà, je voudrais aborder 2 questions concrètes qui nous ramènent à notre sujet. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous, l'un et l'autre, vous seriez scandalisés, ou quel est votre avis sur l'idée de lier l'impôt à la nationalité, indépendamment du lieu de résidence? Les Américains l'ont fait. Voilà une proposition et un avis sur lequel je voudrais avoir votre sentiment. Et ensuite, nous allons nous rendre en Suisse en fin de semaine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et je dois dire qu'on sent un peu de nervosité côté suisse, un peu de réticence parfois, y compris à nous recevoir. Et donc, quel est l'état de vos relations avec l'administration fiscale en Suisse? Vous avez évoqué, M. Forget, un forfait avec le canton où vous résidez. Donc, quel est l'état de vos relations avec l'administration fiscale suisse? Et avez-vous ressenti dans la dernière période un changement d'atmosphère, une espèce de regain de tension, puisque, je le disais, l'indignation monte dans le monde depuis quelques années avec cette crise financière, économique qui fait rage. Et donc la Suisse se sent un peu mise à l'index, stigmatisée. Voilà. Donc nous allons nous y rendre cette semaine. Avez-vous, de votre point de vue, senti une évolution du climat par rapport à tous ces sujets ayant trait à la fiscalité et à l'imposition des résidents étrangers? Écoutez, non, je n'ai pas senti aujourd'hui de changement dans les mentalités. Maintenant, je suis pas au cœur du problème parce que je suis pas ni expert fiscaliste, ni avocat, ni je m'occupe pas de ces structures-là.
Je ne serai pas dans la tranche des plus de 75%, malheureusement, j'aimerais bien en faire partie, mais non, je suis loin de ces revenus-là. Et pour ce qui est de mon cas personnel, je ne suis pas au forfait, ce qui est le cas parfois de certaines personnes qui viennent s'installer en Suisse. Moi, je paye mes impôts en Suisse comme un résident suisse, donc je fais une déclaration fiscale normale basée sur mes revenus. Donc voilà, pour répondre à votre question clairement, mais je suis peut-être un petit peu loin de la réalité. Peut-être il y a des gens sur place, notamment dans le système financier, qui pourront peut-être mieux vous renseigner que moi. Une dernière question peut-être sur Sur la nationalité. Pardon. C'était votre demande, c'est pour ça que je me permettais. Est-ce que l'un de vous deux a un avis sur la nationalité? Non, franchement, j'ai pas d'avis. Je sais que les États-Unis fonctionnent comme ça. J'ai pas c'est peut-être très technique. Je ne sais pas si d'autres pays le font aussi. Sur le rôle de la Fédération française de tennis en tant qu'instance qui vous fédère, est-ce qu'il y a une philosophie, est-ce qu'il y a une éthique à l'œuvre au sein de la fédération par rapport à ces démarchages éventuels de jeunes joueurs qui montent au regard de la fiscalité, de la citoyenneté, utilisons ce mot. Est-ce que la FFT a une philosophie sur le sujet? Non, pas du tout. La fédération a une mission qui consiste à faire la promotion du jeu, la détection de jeunes garçons et jeunes filles. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir en France un système qui fonctionne très bien, grâce notamment au tournoi de Roland-Garros, qui génère des revenus considérables. Et tout cet argent est réinjecté donc dans la formation et dans les clubs. Et par ailleurs, dans la réfection du stade de Roland-Garros. La fédération étant seul, je dirais, responsable de ses coûts et de ses investissements. Donc la fédération est totalement autonome aujourd'hui et ne s'occupe pas du tout, je dirais, du tennis professionnel, excepté pour la Coupe Davis, puisqu'elle incite effectivement nos meilleurs joueurs à jouer la Coupe Davis. Et je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est que parfois on entend des réflexions comme quoi certains joueurs sont bien contents de jouer la Coupe Davis. Mais moi, pour avoir été sélectionneur de cette équipe, je crois qu'on a la chance en France d'avoir des garçons qui, en permanence, représentent leur pays. Alors ça va vous paraître peut-être un petit peu curieux, mais il y a d'autres pays voisins du nôtre, d'autres pays où aujourd'hui, même les équipes nationales, pour des joueurs professionnels, ce n'est plus une priorité. Donc autant pour le football, c'est peut-être des choses qui sont aujourd'hui incontournables. Sachez que dans notre sport, jouer pour son pays, aujourd'hui, on a la chance, quand même, je trouve encore en France et dans certains pays européens, qu'il y a des garçons qui défendent encore le drapeau. Il y a d'autres pays, je vous le dis, où il y a des joueurs pour des considérations purement professionnelles, parce qu'il y a d'autres engagements, d'autres compétitions, qui parfois font l'impasse sur la sélection nationale. Et je trouve que par rapport à ça, la fédération fait un bon boulot et que les joueurs français, même si certains d'entre eux résident à l'étranger, je dirais, par rapport aux équipes nationales, jouent le jeu et heureusement qu'ils le font, parce que s'ils ne le faisaient pas, je crois que l'ensemble, je dirais, du tennis français serait pénalisé. En fait, pour répondre, je voudrais ajouter que pour répondre à votre question, en fait, la fédération n'a pas pour objectif de conseiller les jeunes en matière fiscale. Non, il n'y a pas d'accompagnement. Les jeunes, à partir du moment où ils deviennent espoirs, c'est-à-dire vers 15-16 ans, sont tout de suite contactés par des agences, des agents et des managers qui viennent les conseiller. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Ils sont bien... On ne se retrouve... Enfin, en tennis, en tout cas, c'est très rare qu'il y ait des jeunes ou des joueurs qui se fassent escroquer, quoi. Ah bon? Ils sont bien accompagnés, c'est bien organisé. Bien que la fédération n'essaye pas de voir. Parce que on pourrait penser que ça serait pas mal que la fédération regarde un peu... On peut parler d'une grande famille, hein. Vous savez, on se connaît tous. En fait, il y a le président, le directeur technique national. On connaît, on sait tout. On connaît les agents, on connaît les agences. Ce sont des gens avec lesquels on a travaillé depuis longtemps. Donc on se connaît, on sait très bien. Lorsqu'il y a un jeune espoir, en général, il va être tout de suite contacté ou recruté par, IMG. Et on les connaît. Donc on sait ils ne vont pas partir comme ça dans la nature. Pas d'autres questions, chers collègues?
Très bien, messieurs, il me reste à vous remercier de ce moment de vérité qui a été instructif pour tous les membres de la commission et ça nous a permis de gagner du temps. Et donc, je vous remercie d'avoir consacré un peu de temps à nos questions. Merci. Vous venez de suivre en direct les auditions de Yannick Noah et de Guy Forget par la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Nous reviendrons bien entendu plus largement sur ces auditions dans nos différentes éditions de 19h et de 22h. Très belle journée à tous. En 2005, Samsonite, fabricant américain de bagages, ferme son unique site français à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. L'usine, reprise par un constructeur de panneaux solaires, dépose le bilan 18 mois plus tard. Les salariés, licenciés sans indemnité, dénoncent une machination juridico-financière. Pas un seul panneau solaire qui a été fabriqué sur le site d'Hénin-Beaumont. Pas un seul. Donc c'était des panneaux solaires qui étaient apportés d'Allemagne pour faire croire au personnel qu'on pourrait en faire. Mais c'est pas vrai. Liquidation totale ou la longue bataille judiciaire de salariés contre un géant industriel, un documentaire d'Hélène Desplanques sur Public Sénat dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Je vous propose de commencer par la stratégie de François Hollande. Alors à l'époque où il vivait avec Ségolène Royal, c'était le plus discret du couple. Et récemment, eh bien, il a décidé de présenter sa nouvelle compagne. C'était dans Gala. Valérie est la